Aujourd'hui, on va vous parler des troubles alimentaires, puis ça va être présenté par moi, Marie-Félix. Par moi, Léa Marie. Et moi, Marie-Philippe. Pour commencer, dans une société, il existe plusieurs groupes sociaux qui diffèrent les uns des autres, mais certains d'entre eux peuvent être affectés par le même problème social, comme ici présent, qui sont les troubles alimentaires. Le genre, les classes sociales, les communautés culturelles sont tous des concepts qui interagissent entre eux et qui peuvent amener les individus à avoir des troubles alimentaires, mais ceux-ci affectent de façon différente ces différents groupes sociaux. L'intersectionnalité, c'est une approche féministe qui permet de questionner les rapports d'inégalité qui peuvent s'entrecroiser. En travail social, elle permet également de comprendre que les réalités sont différentes et que les difficultés sont vues de façon différenciée. Elle a été créée dans le but de démontrer qu'il n'y a pas juste des inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a également des inégalités entre les classes sociales et entre les races. C'est un peu le croisement de tout ça et d'avouer que, homme ou femme, parfois ta classe sociale peut avoir tellement d'impact, mais souvent la classe sociale des individus, c'est souvent relié à la race. L'intervention à l'aide de l'intersectionnalité doit être différente et spécifique à chacun des groupes sociaux, mais il faut toujours tenir compte des entrecroisements de ces vulnérabilités. Dans cette présentation, on va vous présenter les différents groupes sociaux dans lesquels les troubles alimentaires affectent les individus. Également, nous présenterons quelques pistes d'intervention et quelques ressources auxquelles les victimes de ce problème social peuvent faire appel. Pour commencer, il me semblait important de vous faire part de la définition du problème social en tant que tel. Donc, les troubles alimentaires se caractérisent par des habitudes et comportements problématiques et envahissants par rapport à la nourriture, l'image du corps et le poids. Ils peuvent être complexes et sévères et affectent généralement l'ensemble des différentes sphères de la vie de l'individu qui en souffre. Ce sont des maladies mentales et la personne atteinte considère que sa valeur en tant que personne n'est dictée que par la forme de son corps et que par son poids. Les principaux troubles alimentaires sont l'anorexie nerveuse, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. Il existe cependant plusieurs autres types de troubles alimentaires, sans oublier que différentes variantes d'un même trouble sont possibles. Plus d'un trouble peut être présent en même temps et la nature du trouble peut changer avec le temps. Les causes derrière les troubles de l'alimentation sont multiples. Il y a des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux qui peuvent avoir une influence. Environ 30 000 femmes au Québec souffrent d'un trouble alimentaire et 1 million de Canadiens sont atteints d'anorexie ou de boulimie. Par contre, 50% des personnes souffrant de troubles alimentaires réussissent à se rétablir complètement. L'anorexie nerveuse, dans le fond, je vais juste vous définir un peu les trois types de troubles alimentaires les plus présents. Donc, l'anorexie nerveuse, les personnes souffrant d'anorexie s'infligent une restriction alimentaire sévère. Ce comportement entraîne éventuellement une perte de poids importante et met leur vie en danger. Elles sont souvent maigres au point d'être rachitiques sans pour autant reconnaître leur maigreur. Les préoccupations autour du poids et de l'image du corps sont obsessionnelles et amènent les personnes à développer des comportements phobiques vis-à-vis la nourriture. Elles comptent les calories, font de l'exercice à l'excès, éliminent plusieurs aliments de leur diète et s'isolent afin de poursuivre leur comportement autodestructeur. Il existe deux types d'anorexie, le type restrictif pur et le type avec crise de boulimie et vomissement. Ensuite, la boulimie nerveuse. La boulimie est caractérisée par des épisodes répétitifs d'orgie alimentaire, qui est la consommation rapide de plusieurs milliers de calories, suivi de comportements compensatoires dans le but d'éliminer les calories ingérées, comme la restriction diététique, des vomissements, de l'exercice excessif, l'utilisation de laxatifs et d'autres. Ceux qui en souffrent ressentent une perte de contrôle. La honte et la culpabilité deviennent omniprésentes. Les crises de boulimie se déroulent dans le secret. L'isolement permet de perpétuer ce cycle boulimique destructif. Les personnes aux prises avec ce trouble sont généralement de poids normal ou font de l'embonpoint. Plusieurs individus souffrant de boulimie ont des historiques de régime alimentaire restrictif chronique. Ensuite, l'hyperphagie. En cas d'hyperphagie, les épisodes d'orgie alimentaire se succèdent. En une période de temps limitée, il y a l'absorption d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient dans les mêmes circonstances. Cependant, à la différence de la boulimie, il n'y a pas de recours régulier au comportement compensatoire pour éliminer les calories ingérées. Les effets que ce trouble peut engendrer sont les sentiments de perte de contrôle, la honte, les dégoûts, la culpabilité et des symptômes de dépression. Les personnes qui en souffrent font généralement de l'embonpoint ou sont obèses.
OK, donc je vais poursuivre en vous parlant des troubles alimentaires selon le genre. L'anorexie et la boulimie affectent plus les filles et les femmes que les garçons et les hommes. Les hommes représentent environ 10% des personnes affectées. L'hyperphagie boulimique est mieux distribuée parmi les sexes et affecte 2 hommes pour 3 femmes environ. Elle touche les personnes plus âgées qui sont en moyenne dans la quarantaine. Comme dans les autres pays industrialisés, le taux des troubles de l'alimentation chez les femmes et les filles québécoises âgées de 13 à 30 ans est d'environ 3%. Ce chiffre peut tripler si on ajoute les formes partielles de ces troubles qui ont néanmoins un impact significatif sur ceux qui en souffrent. Bien qu'il soit vrai de dire que les femmes sont plus à risque de souffrir de troubles alimentaires, on estime que les hommes représentent de 10 à 25% des cas d'anorexie et de boulimie, ainsi que 40% des cas d'hyperphagie. Selon un sondage réalisé en 2012 au Québec, environ un homme sur 5, soit 18%, était insatisfait de son poids et près de la moitié d'entre eux souhaitaient le modifier. La pression des médias est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aussi présente chez les hommes. Pendant que l'auditoire féminin se fait marteler de messages de minceur, l'idéal corporel ou masculin dans les médias est plutôt dépeint comme étant, oui, mince, mais aussi vraiment musclé de type mésomorphe. Mésomorphe, ça veut dire que le haut du corps est musclé et le bas du corps est plus mince. Comme c'est le cas pour les femmes, le corps masculin idéal présenté dans les médias est significativement non concordant avec la taille masculine moyenne. Inévitablement, cette exposition à des idéaux irréalistes a provoqué une augmentation du nombre d'hommes vivant avec une insatisfaction de leurs muscles et même une incidence accrue des perturbations de l'image corporelle cliniquement significatives telles que la dysmorphie musculaire. Depuis quelques années, les médias et les professionnels de la santé s'intéressent à un nouveau phénomène majoritairement masculin connu sous les termes de bigorexie ou de dysmorphie musculaire. Les hommes qui souffrent de ce trouble ne se trouvent jamais suffisamment musclés ou imposants. Ils accordent beaucoup de temps à l'entraînement, ils suivent des diètes qui sont restrictives et aussi ils utilisent parfois des stéroïdes. Alors qu'on reconnaît que ce trouble est présent chez les hommes, il n'est pas possible de quantifier sa prévalence et il n'existe pas de consensus pour le diagnostiquer. Il peut parfois être difficile de se rendre compte qu'un homme souffre de bigorexie parce qu'il semble physiquement en bonne santé, il est musclé, ils font attention à leur alimentation, etc. Donc, pour ma part, je vais vous parler du trouble alimentaire selon les classes sociales. Donc, selon plusieurs études, l'appartenance à une classe sociale peut être un facteur pouvant influencer les troubles de comportement alimentaire. On stipule qu'on retrouve davantage ce phénomène chez les jeunes provenant de classes aisées, vivant en milieu urbain. Effectivement, plus la classe sociale diminue, moins le taux est élevé. Somme toute, cette réalité ne présente que très peu d'orientation concernant cette statistique. En bref, on suppose que cette tendance provient du fait que les normes et valeurs de distinction rencontrées dans les classes aisées telles que l'injonction à l'excellence et au contrôle de soi peut être transmise de manière pathologique. Donc, c'est pas mal ça pour les classes sociales. Sinon, je vais vous parler selon les communautés culturelles. Donc, le trouble alimentaire est un phénomène qui tend à être perçu de manière différente selon l'appartenance ethnique. On remarque que chaque culture démontre une vision distincte de la beauté humaine. On décèle un idéal corporel blanc et occidental excessivement élevé. Par le fait même, selon plusieurs études, il y a une forte corrélation entre l'internalisation de l'idéal de minceur, l'insatisfaction corporelle et l'apparition de symptômes rattachés aux troubles alimentaires. C'est en partie pour cette raison qu'une grande majorité des personnes de couleur blanche ont une proportion à la hausse à ce trouble. D'un autre côté, les personnes de couleur noire, par exemple, ont un discours tout autre concernant le modèle de beauté. Celui-ci n'est pas propre à un seul et unique type de corps et n'est pas le centre des préoccupations de leur communauté. De ce fait, il est possible de démontrer que les minorités ethniques ont une tendance plus faible aux troubles de comportement alimentaire. Cependant, lorsque l'on fait partie d'une minorité quelconque, sociale ou ethnique, par exemple, le parcours pour accéder à des soins adaptés est d'autant plus compliqué. Parce que c'est un tabou qui vient freiner la demande de soins et accroître les mécanismes de déni. Il y a des déserts médicaux puis des coûts d'accès aux soins qui sont trop importants. Donc, voilà. Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour aider les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Ici, j'ai une liste de plusieurs ressources québécoises. Je vais vous en nommer quelques-unes pour vous donner des exemples. Je vais nommer leur nom puis je vais faire une petite définition.
Donc, premièrement, il y a l'Association québécoise d'aide aux personnes qui souffrent d'anorexie nerveuse et de boulimie. C'est un organisme à but non lucratif qui assiste les personnes affectées directement par le trouble de comportement alimentaire. Ensuite, il y a le Centre hospitalier de l'Université de Laval. C'est un programme des troubles de conduite alimentaire. Mais c'est un programme, c'est ça, pour les personnes qui souffrent de troubles de conduite alimentaire. Ça offre un programme complet spécialisé dans les traitemts des troubles. Ensuite, il y a le Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. C'est un centre qui offre des services d'évaluation et un suivi individuel pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il y a aussi des thérapies de groupe dans ce centre-là. Ensuite, il y a l'organisme Équilibre, qui est à but non lucratif lui aussi, qui favorise la prévention et la diminution des problèmes reliés au poids et à l'image corporelle par l'élaboration d'actions de sensibilisation et la conception de programmes et d'outils éducatifs, etc. Il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter ici. Et finalement, comment devrions-nous en prendre compte dans nos interventions? En fait, dans nos interventions, il est certain qu'il faudra prendre en compte les différents troubles alimentaires vécus par les individus, mais également leur groupe social. Le but des troubles alimentaires revient pratiquement au même pour chacun, soit d'obtenir un physique qui correspond aux standards de beauté véhiculés par la société. Nous devrions davantage axer notre intervention sur leur statut social et en apprendre plus sur leur mode de vie et leur cheminement afin d'être en mesure d'intervenir auprès d'eux correctement. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, maintenant, on va passer à l'activité interactive. En fait, on vous a préparé un caout pour voir vos connaissances. Donc, c'est pas mal ça.